Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Bonjour à tous. Chaque année, on estime à 23 millions le nombre de grossesses n'arrivant pas à terme, soit 15% du total des 130 millions de grossesses dans le monde, selon une étude publiée en avril 2021 dans la revue The Lancet. 44 grossesses sont perdues chaque minute dans le monde et pourtant, pendant trop longtemps, le fait de faire une fausse couche a été minimisé et souvent pas pris au sérieux. Sensation d'échec, peur de retomber enceinte, une fausse couche est souvent vécue comme une douleur sourde et taboue. Pourquoi certaines femmes n'arrivent pas à mener à terme leur grossesse? Existe-t-il des traitements? Est-ce évitable? Les couples sont-ils assez informés? Comment mettre l'alimentation à profit pendant la grossesse? On en parle tout au long de cette émission. Avec moi sur ce plateau, Dr Zaïd Olatunji. Il est gynécologue obstétricien, désormais spécialiste en fertilité. Bonjour docteur, c'est un plaisir de vous recevoir toutes les fois ici. Bonjour, un plaisir à partager. Bienvenue à vous. Nous recevons également en ligne Madame Janine Agbomo-Lemé-Lawani. Elle est sage-femme nutritionniste diététicienne. Elle va nous rejoindre d'ici là. Merci pour sa disponibilité également. Je vous propose de prendre vos stylos et vos canne-pains parce qu'elle nous dira tout sur l'alimentation d'une femme enceinte. Merci à tous et bienvenue. Avant de donner la parole à nos invités, je vous invite à suivre cet élément. Quelques citoyens béninois parlent des causes des fausses couches et des possibilités de l'éviter. On revient après. Les fausses couches, c'est des grossesses qui ne vont pas à terme. Généralement, c'est dans les 3 premiers mois que ça survient. Souvent, les causes, c'est des pathologies, des infections qui ont été maltraitées en temps, des fibromes aussi, des fois, et le toxorubéole aussi. Souvent, c'est les infections, ou bien tu as fait trop d'avortements, ou bien c'est les cas que moi je connais. Ça peut être d'autres pathologies, puisque j'ai une amie qui a été dans le cas. La grossesse faisait à peine 4 mois quand elle l'a perdue. Et le médecin, le gynécologue lui faisait comprendre que c'est d'autres pathologies. Je ne sais pas grand-chose parce que je n'ai jamais vécu. Mais bon, je pense que ça peut être causé par les médicaments, peut-être l'alimentation. Je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas médecin, mais l'alimentation, je ne suis pas sûre, je n'en sais pas trop. Je crois que ça se manifeste par l'écoulement du sang. Tu sens que le fœtus est tombé et là c'est que tu as perdu la grossesse. Quand ça doit arriver, je pense que ça doit arriver. Je ne sais pas s'il faut, on peut éviter ça. La grossesse, il faut suivre ça par un gynécologue. Il ne faut pas juste aller dans les maternités. Ça ne peut pas permettre, mais ça peut réduire les fausses couches, les statistiques en matière de fausses couches. Sur ce plateau, Dr Olatunji, vous avez suivi avec intérêt cet élément. Votre première réaction? Bon, je pense que les différents intervenants ont donné un peu ce qu'ils pensaient. Ils ont dit un peu ce qu'ils pensaient des fausses couches. Bon, il y a certaines choses qui sont exactes, il y en a qui ne le sont pas. On aura le temps de tout élucider au cours de cette émission. Déjà, qu'est-ce qu'une fausse couche? De façon simple, on peut dire qu'une fausse couche, c'est l'arrêt d'une grossesse en dehors de tout, toute action extérieure avant le 5e mois ou avant le 6e mois. Il y a une petite différence selon les pays, mais selon l'OMS, avant que le fœtus n'ait atteint un poids de 500 grammes. Et ça arrive, ce poids, c'est à peu près à partir de quel poids? 4 mois et demi, 5 mois. Donc, dans les 4 premiers mois, intervient les fausses couches. On peut aller jusqu'à 5 mois, même 6 mois. Parce qu'en fait, au-delà
de 500 grammes, si vous voulez, si on veut être plus précis, au-delà de 500 grammes, ça va être considéré comme un accouchement prématuré. Maintenant, selon les pays, certains pays arrivent à récupérer des 550 grammes, donc eux, leur définition sera un peu plus basse, oui. Le cut-off sera plus bas. Et pour certains pays, par exemple, dans nos pays en Afrique subsaharienne, on va aller jusqu'à 28 semaines de fois pour parler de fausses couches. Au-delà de 28 semaines, on parlera d'accouchement prématuré. Pour certains pays, c'est 22, 24. Il y a combien de types de fausses couches? Bon, ça dépend. On peut voir ça déjà dans l'axe du temps. Les fausses couches, avant 12-14 semaines, on va dire que ce sont des fausses couches précoces. Oui. Et après, on dira que ce sont des fausses couches tardives. Maintenant, on peut distinguer aussi, d'une part, la fausse couche spontanée, c'est-à-dire c'est une fausse couche qui va arriver de façon accidentelle, une fois en passant, et une femme qui va avoir 3 avortements à répétition. Là, ce sont des fausses couches à répétition, répétitives en fait. Est-ce qu'il y a des fausses couches où la femme ne sait même pas qu'elle est encore enceinte et qu'elle intervient? Oui. Disons les 2 premières semaines, la 4e semaine, parfois... Oui, c'est des fausses couches ultra précoces. Il y a des patientes qui vont, par exemple, avoir une fausse couche au moment où les règles devraient arriver. Et si c'est quelqu'un qui était en désir de maternité, elle a peut-être fait un test de grossesse vers le 26e jour du cycle. À ce moment, elle a un test positif, qui peut être un test urinaire positif ou même sanguin. Et à ce moment, elle peut savoir. Mais certaines femmes auront leurs règles. Mais en fait, le cycle a continué. Voilà. Donc, c'est possible d'avoir des fausses couches ultra précoces. Qu'est-ce qui permet de savoir qu'on fait une fausse couche? Qu'est-ce qui permet de savoir qu'on fait une fausse couche pour la femme? Oui, pour la femme. Tout dépend en fait. En général, si elle a un retard de règles, je pense que le premier réflexe aujourd'hui, c'est qu'en général, la femme elle va faire son test de grossesse. Oui. Donc la première chose, c'est de savoir est-ce qu'on est enceinte ou pas. Donc le plus souvent, elle le sait si elle a fait son test de grossesse. Donc après cela, on a plusieurs cas de figure. Le plus souvent, on va avoir peut-être des petits saignements qui vont apparaître et ça va pousser à consulter, ça va pousser à faire une échographie, soit dès la première ou au bout de 2 échographies espacées de 10 jours, 2 semaines, le médecin pourra affirmer qu'il y a une fausse couche. Ou dans certains cas, ça va être fortuit. C'est une patiente qui se dit enceinte, qui est enceinte et qui va se présenter devant le médecin, par exemple, après 6 semaines, 8 semaines de grossesse, dit oui, je veux consulter, je veux faire une écho. Et là, fortuitement, on va se rendre compte qu'il y a une grossesse qui est peut-être là, mais qui n'est pas évolutive. Voilà. En parlant de saignements, on entend dire que les saignements arrivent pendant la grossesse et que ce n'est pas forcément, qu'il faut forcément pas s'alarmer. Mais là, c'est à croire que dès qu'on voit des saignements, il faut systématiquement aller consulter ou penser à une fausse couche. Oui, quand on a un saignement, il faut penser à la possibilité d'une fausse couche. Mais ça ne veut pas dire que c'est systématique. Okay. À peu près sur 100 grossesses, 25 vont saigner au premier trimestre. Sur les 25 qui saignent, bon, il y aura une qui sera une grossesse extra-utérine. Sur à peu près les 24 qui restent, à peu près la moitié qui saigne va se terminer par une fausse couche. L'autre moitié, la grossesse va se mener jusqu'à son terme et les patientes accoucheront. Donc, si on saigne en début de grossesse, ça ne veut pas forcément dire qu'on a déjà fait une fausse couche. C'est peut-être une menace d'avortement. Donc, la moitié pourra s'en sortir. L'autre moitié finira probablement en fausse couche réellement. Qu'est-ce qu'on fait quand on saigne? Qu'est-ce qu'on fait, c'est-à-dire? Est-ce qu'on va consulter ou il faut attendre? Évidemment. Est-ce que c'est spontané? Non, ça doit être spontané, automatique. Je pense que c'est un des messages à retenir. Oui. Vous êtes enceinte, vous êtes en début de grossesse, vous avez un saignement, il faut consulter. Il ne faut pas attendre. Oui. Voilà. Il y a peut-être quelque chose à rattraper, peut-être pas, mais sachez que c'est du 50-50 à ce moment-là. Toutes les fausses couches ne sont pas accompagnées de saignements non plus. Pas du tout, non. Il y a j'aime bien le terme anglo-saxon, il parle de fausses couches silencieuses, en fait. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, il y a des patientes qui vont arriver
en consultation de routine. Je suis en début de grossesse, oui, j'ai voulu attendre 1 mois et demi avant de venir, ou 2 mois, voilà, je suis enceinte, j'ai un test de grossesse qui est positif. Ok, on va examiner, on va faire une écho, et paf, 2 fois brutalement, on se rend compte qu'il y a un souci, que la grossesse n'est peut-être pas évolutive. Après 28 semaines également, la femme peut aller pour une consultation de routine et constater... Après 28 semaines, on n'est plus dans le cadre d'une fausse couche. Okay. On est dans le cadre, si vous voulez, on va dire, c'est une mort fœtale in utero, mais ce n'est plus la fausse couche. En fait, pour parler de fausse couche, c'est du début de la grossesse et être en dessous de 24 ou 28 semaines selon la définition du pays. Quand on fait une fausse couche et conseil par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose qui est expulsé ou c'est juste le sang qui nous... Tout dépend du moment où a lieu la fausse couche. Tout à l'heure, on parlait des avortements ultra précoces. Oui. À ce moment, le fait est tellement petit qu'il n'y a pas de distinction. Il y a peut-être la seule chose, c'est que la femme va vous dire, oui, j'ai saigné, mais j'ai eu des caillots, j'ai eu quelques caillots dans les règles, ce qui n'arrive pas souvent. Donc, dès que ça arrive avec des caillots... Pas systématiquement. Il y a beaucoup d'autres pathologies qui peuvent entraîner des règles avec des caillots. C'est parce qu'on a eu des caillots que ça veut dire qu'on était enceinte. Et ça, il y a beaucoup de femmes qui font la confusion, en fait. Voilà, surtout quand on n'a pas fait un test de grossesse et qu'on a eu un retard des règles. Donc, pour revenir à la question, si, par exemple, c'est une fausse couche qui a lieu à 7-8 semaines, on a déjà ce qui va être expulsé là, c'est des débris hématiques, c'est du sang, c'est vrai, mais on va expulser un sac, si vous voulez, ça va être un peu de chair, si vous voulez. Ça va être, les patients vont vous dire, oui, j'ai eu une boule de chair qui est sortie. C'était blanchâtre, c'était ceci, c'était cela. Voilà. Mais non, encore plus rarement, si c'est des fausses couches tardives, après 14 semaines, là, on va expulser un fœtus qui est clairement distingué avec une tête, des membres, et d'un autre côté... Là, c'est à l'hôpital ou même à la maison, ça peut arriver ça dépend. Le plus souvent, ça va arriver à l'hôpital, mais ça peut arriver. Il peut arriver des patientes qui se sont mises à saigner, qui ne sont pas venues à l'hôpital et qui finalement expulsent soit à la maison, soit en cours de route. Médicalement, qu'est-ce qui se passe pendant une fausse couche? Est-ce que c'est un processus qui commence avec quoi? Je pense que tout dépend de la cause. Tout dépend de la cause. Ce qu'il faut savoir, la majorité, en fait, ont lieu précocement. Les fausses couches, la majorité a lieu précocement. Et souvent, autour de 6 semaines, c'est souvent des anomalies chromosomiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on analyse ces œufs, en fait, les produits d'expulsion, en fait, plus de la moitié à ce terme-là, en fait, on se rend compte qu'en fait, l'embryon, en fait, avait une anomalie chromosomique, en fait. Donc, le plus souvent, c'est ce qui va se passer. Et quand c'est dans ce cas-là, on peut dire qu'il y a une espèce de sélection naturelle. Quand il y a une anomalie chromosomique, l'anidation est difficile. L'anidation est difficile parce qu'aujourd'hui, c'est prouvé qu'il y a une communication entre l'œuf et l'endomètre, c'est-à-dire la muqueuse utérine sur laquelle l'œuf est censé se poser, en fait. Donc, quand il y a une anomalie chromosomique, il y a tout un système qui se met en branle et qui fait que, en général, ça va finir en fausse couche. Maintenant, dans le cas d'une maladie générale, par exemple, quelqu'un qui a un diabète et qui a des taux de sucre trop élevés, les conditions, si vous voulez, de son sang font que l'embryon a du mal à se développer et ça va aboutir en fait à l'arrêt de la grossesse. Donc le mécanisme dépend un peu de la cause. Parlant de causes, on va continuer. Quelles sont les causes susceptibles d'amener à un arrêt de grossesse? Bon, je pense déjà qu'il faut faire la distinction entre les causes et les facteurs de risque. C'est tout à fait la même chose. Si je commence par les facteurs de risque, c'est juste des observations. On s'est rendu compte en observant les populations que, à mesure que l'âge augmente, les taux de fausses couches augmentent aussi. Et aujourd'hui, c'est prouvé. Pourquoi? Parce que on sait que la qualité des cellules sexuelles chez la femme et chez l'homme, les spermatozoïdes chez l'homme, les ovules chez la femme, diminue avec l'âge. Ce qui fait que, par exemple, à 40 ans, on sait qu'un tiers des grossesses va se terminer par une fausse couche. Un tiers, donc... À 40 ans. Mais à partir de 35 ans, déjà, les taux de fausses couches commencent à monter. Voilà. Donc, il y a la question de l'âge.
il y a les antécédents de fausses couches. On sait que quand on a déjà une fausse couche, à peu près 8% des femmes qui ont eu une seule fausse couche sont susceptibles d'en refaire. Si on a eu 3 fausses couches, on a 40% de chances de refaire une fausse couche. Si on a eu 4 fausses couches, on a 60% de chances d'en refaire. Et là, on est dans le cadre des avortements à répétition. Donc, le fait d'avoir déjà eu une fausse couche, une seule augmente juste un peu de 8%. Mais quand ça fait déjà 2 fois, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Oui, mais on peut pas, on va y revenir, on ne peut pas faire une fausse couche et qu'on n'ait pas eu le temps de consulter un médecin pour qu'il nous dise s'il y a des risques ou des possibilités de l'éviter à la fois. On va y revenir, comme vous dites. Donc, maintenant, vous avez parlé de l'étude de Lancet tout à l'heure. Maintenant, il y a la race noire. Et maintenant, il y a la race noire. Ils se sont rendus compte que le fait d'être noir, augmente en tout cas de plus de 40%, de 43% les chances de faire une fausse couche. De faire une fausse couche. Il explique un peu par le fait que le diabète de type 2 étant plus fréquent dans la race noire et certaines pathologies cardiaques, que ce sont ces 2 facteurs qui justifieraient cela. En tout cas, c'est les observations qui ont été faites. À côté de ça, maintenant, on peut parler des causes. Donc, les causes, comme je disais, beaucoup d'anomalies chromosomiques. Il peut s'agir de maladies maternelles, le diabète en tête de liste, certaines infections, la syphilis, une des intervenantes en a parlé, la toxoplasmose, et tout ce qui est infection, une fièvre. C'est quoi la toxoplasmose? C'est une infection liée à un parasite, en fait, le toxoplasme. Voilà. Une fièvre, même un paludisme avec une forte fièvre peut entraîner une fausse couche. Voilà. Maintenant, en dehors de ça, on va parler dans certains métiers où il y a des irradiations, des malnutritions sévères, voilà, qui sont aussi incriminées. L'alcoolisme, on parle de l'alcoolisme également. Oui, mais c'est discuté. Certains estiment en fait que peut-être un alcoolisme pathologique, c'est la question du seuil. À partir de quand on va dire que quelqu'un, c'est pas parce qu'on consomme de l'alcool que ça veut dire que systématiquement on fait une fausse couche en fait. Mais au-delà d'un certain seuil, oui, mais c'est la question du seuil en fait qui n'est pas claire dans la littérature. Parlant de seuil, est-ce que le stress également, à quel degré de stress on peut... C'est difficile. C'est difficile à répondre. Honnêtement, je ne peux pas répondre à la question. Je pense que c'est difficile de dire, de quantifier quel est le niveau de stress à ne pas atteindre pour pouvoir être susceptible de faire une fausse couche. Mais je ne pense pas que si on doit retenir quelque chose, ce soit les plus importants. Les causes les plus importantes aujourd'hui pour les fausses couches précoces, c'est les anomalies chromosomiques. Après, ce sont les pathologies maternelles. Maintenant, dans le cadre des fausses couches à répétition, là c'est un peu différent. On a souvent des malformations utérines. On peut avoir, notamment dans les fausses couches tardives, des béances du col. Il y a des patientes qui ont des cols, le col n'est pas assez tonique. Donc, la grossesse va se développer normalement et entre 4-5 mois, brutalement, le col il va s'ouvrir et l'œuf va sortir, en fait. Des fibromes, certaines pathologies comme les polypes, voilà. Il y a eu, parmi les interventions, un citoyen qui a parlé d'avortement répété. Oui et non. Oui, parce que en fait, certains avortements, dans le traitement des avortements, on peut être amené à intervenir chirurgicalement. Et certains gestes peuvent entraîner à moyen long terme ce qu'on appelle des synéchies, c'est-à-dire certains accolements en fait des parois utérines qui, elles, peuvent être responsables de fausses couches dans un second temps, mais pas de façon directe. Oui, les fausses couches... les avortements où on ne fait pas recours à la médecine, par exemple, là, il y a assez de risques d'endommager... Oui, c'est que les avortements clandestins, vous voulez dire? Oui. Bien sûr qu'il y a des risques. Il y a des risques infectieux énormes, il y a des risques hémorragiques. Il y a des gens beaucoup de gens perdent la vie par ces avortements clandestins. Oui. Oui, est-ce que ces avortements peuvent être source ou cause de fausses couches après? Oui, il y a une époque où les gens faisaient beaucoup de curettage, parce que bon, là aussi, il faut comprendre.
L'aspiration, on est un peu dans les traitements là déjà. L'aspiration, c'est une technique qui consiste à utiliser une canule en plastique avec un système de pression pour aspirer l'œuf et vider l'utérus. Un curettage, une curette, c'est une espèce de cuillère avec un long manche qu'on introduit dans l'utérus pour gratter. On l'utilisait pour enlever les débris. Donc, les curettages vont blesser l'intérieur de la cavité et en cicatrisant, les parois vont s'accoler. Ça donne beaucoup de synéchie. Les aspirations aussi, mais beaucoup moins qu'un curettage. Et c'est pour ça que ces avortements clandestins peuvent entraîner des dégâts, en fait. Et après être source de fausses couches. Juste qu'on parlait de facteurs, est-ce qu'il y a des facteurs qu'on pourrait éviter? Oui, les facteurs qu'on peut éviter, c'est ceux qu'on identifie. Tout ce qui est, par exemple, facteur infectieux. Si aujourd'hui, je sais que je suis diabétique, même avant de tomber enceinte, je dois consulter. Quand j'ai un projet de grossesse, je dois consulter. Si j'ai une cardiopathie, une pathologie cardiaque, une maladie rénale, une maladie chronique, avant de tomber enceinte, je dois consulter pour voir s'il y a des mesures à prendre. Par exemple, pour le diabète, il faut avoir un diabète équilibré. Il faut avoir un taux de sucre normal avant de tomber enceinte. Sinon, non seulement il y a les risques de fausse couche, il y a des gros risques de malformation, en fait. Donc, ce sont ces facteurs-là sur lesquels on peut agir. Donc, dès qu'on a ces maladies-là, il faut d'abord consulter avant de tomber enceinte. Je dirais même qu'il faut consulter avant le projet de grossesse pour savoir si, oui, on est apte. Il y a certaines maladies neurologiques où les médicaments, les traitements peuvent entraîner des malformations. Bon, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais il faut informer et pour que peut-être qu'on puisse stopper ces médicaments. Son médecin. Il faut discuter avec son médecin au moment où on a le projet de grossesse, si on a une pathologie. Seulement que parfois on ne fait pas de projet ou qu'on ne voit pas la nécessité d'aller voir un médecin tant que la grossesse n'a pas été identifiée, n'est pas survenue. Oui, mais non, il ne faut pas aussi qu'on soit fataliste. C'est vrai que quand on donne les chiffres en termes de volume, ça fait beaucoup. Mais c'est une femme sur 10 dans sa vie, en fait, va faire une fausse couche. Va faire une fausse couche, mais on ne va pas non plus... Les fausses couches accidentelles, c'est-à-dire les fausses couches spontanées, on ne va pas en avoir... je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire, si vous regardez sur la fréquence, chaque jour, vous n'en aurez pas une tous les jours. Je ne sais pas, sur 10 patients, vous n'en aurez pas une tous les jours, en fait. Donc, moi, je dirais que s'il y a des facteurs sur lesquels on peut agir, c'est quand on a un terrain particulier, il faut communiquer. Si on a déjà eu des antécédents de fausses couches, il faut communiquer et le stipuler dès le départ avec son médecin. Est-ce qu'il y a des causes génétiques? C'est-à-dire, si dans la famille, on a déjà remarqué qu'une personne a fait... Oui, tout à l'heure, quand on parlait des causes, on a des causes, pas génétiques, mais je vais dire immunologiques. Il y a des causes immunologiques, c'est-à-dire qu'il y a des femmes dont le système immunitaire va considérer l'œuf à l'intérieur de l'utérus comme un corps étranger. Il va y avoir des anticorps qui vont les attaquer. Et ça donne des fausses couches à répétition. Mais il faut pouvoir identifier ces causes-là. Est-ce que ces causes immunitaires peuvent persister dans la famille? Le plus souvent, dans les causes immunitaires, non, mais dans la thrombophilie, oui. C'est-à-dire qu'il y a des familles où les gens ont une tendance, si vous voulez, à fabriquer des caillots sanguins beaucoup plus facilement. Et ça, c'est retrouvé aussi dans les causes, en fait, de fausses couches. À ce moment, oui, les gènes peuvent se transmettre. Sont en cause, voilà, peuvent être en cause. D'accord. Maintenant, sur le plan, dans les causes immunologiques, en fait, le plus souvent, c'est souvent des questions un peu comme dans les groupes sanguins, de sensibilisation à un groupe. Parce qu'on a des groupes tissulaires aussi, le système HLA et consorts. Il y a des patientes qui vont développer des anticorps, si vous voulez, contre un type de groupe tissulaire. Et si le mari ou le conjoint refile ces gènes au fœtus, bon, on peut se retrouver dans ce cas-là. Ou le fœtus, la grossesse n'ira pas à terme parce que la compatibilité n'y est pas. Voilà. Est-ce qu'on arrive à diagnostiquer exactement la cause dans la plupart des cas? Pas toujours. Pas toujours. Dans la majorité des cas, on n'a pas toujours une cause. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que, on a effleuré le sujet tout à l'heure. Oui, l'attitude, en fait, aujourd'hui, c'est que après une fausse couche spontanée, on va quand même faire une enquête étiologique. On va faire une enquête étiologique
mais qui n'est pas aussi poussée que l'enquête étiologique qui est demandée lorsqu'on a des fausses couches à répétition. Donc, jusque-là, on disait, à partir de 3 fausses couches, c'est-à-dire 3 fausses couches répétitives, on va faire une enquête beaucoup plus large, on va aller sur certains bilans. Répétitive, c'est quand il n'y a pas eu grossesse qui allait à terme pendant ces 3 Oui, c'est-à-dire qu'on a eu 3 grossesses qui se suivent et il y a eu 3 fausses couches qui se sont suivies. Oui. Voilà. Ce qui fait que tout dernièrement, la Société américaine, en fait, de gynéco-obstétrique, je peux dire ça comme ça, maintenant, on demande à ce que dès qu'il y ait 2 fausses couches, qu'il faut élargir le bilan. C'est plus la peine, eux ils estiment aujourd'hui que c'est plus la peine d'attendre 3, une troisième en fait. Dès qu'on a 2 fausses couches, qu'il faudrait déjà aller sur un bilan Pourquoi beaucoup plus large. attendre 2 si... Parce qu'on sait que dans la majorité des cas, quand on a des fausses couches précoces, c'est des anomalies chromosomiques. Et c'est pas parce que ça s'est passé cette fois-ci que ça veut dire que ça va se passer cette fois, ça sera le cas. Systématiquement. Et je vous dis, c'est juste 8% de femmes qui ont eu la première fois qui vont l'avoir la seconde fois. Donc, il ne faut pas s'alarmer. Il ne faut pas s'alarmer, mais si par contre on a une cause évidente, ok, on a une fausse couche, mais on sait qu'on est diabétique, on n'attend pas la deuxième fois en disant non, quand j'aurai la deuxième fausse couche, je vais le dire à mon médecin. D'accord. Dès qu'on a une fausse couche et qu'on n'avait pas prévenu son médecin de sa maladie, il faut le faire, il faut profiter pour le faire. Si on a un terrain particulier, si on a une fragilité de notre santé, quelle que soit cette fragilité, et que l'état de grossesse vient survenir dessus, je pense qu'il faut informer. Parce que la patiente ne sait pas forcément quel est l'impact de la grossesse sur la maladie qu'elle avait avant, et quel est l'impact de la maladie sur la grossesse. Donc, normalement, quand on vient en consultation chez le gynécologue, on devrait dire systématiquement tout ce qu'on a comme maladie. Oui, en début de grossesse, même dans les carnets, nous, on pose un certain nombre de questions. Mais il y a des choses qui peuvent échapper. Donc, les patients doivent aussi prendre le devant pour dire « Ah, moi, il y a ceci ». Là, c'est quand on sait. Quand on sait. En effet. Et oui, on parlait d'examens. Quels sont les examens nécessaires quand on fait une fausse couche ? Des examens pour le diagnostic. Oui. Pour le diagnostic. Oui. Le principe, l'examen qui est au cœur du diagnostic, c'est l'échographie. C'est l'échographie. Comme je disais, c'est une patiente peut-être qui va avoir des saignements, qui va venir consulter, on va examiner et on va faire une écho. Donc l'échographie permettra de dire, d'affirmer si la grossesse est toujours là ou pas. Ou pas. Ou 2 fois, ce n'est pas possible dès la première écho parce que le développement, en fait, si vous voulez, d'un œuf, il y a des critères, en fait. Ça peut ne pas être possible à la première écho et qu'on demande, d'autres échos à la patiente de revenir 10 jours, 2 semaines plus tard pour voir l'évolutivité, s'assurer vraiment que la grossesse n'est pas évolutive avant de passer au traitement. Et lorsque la fausse couche survient, qu'est-ce qu'on demande comme examen ? Après le diagnostic, oui. C'est-à-dire dans le cadre de l'enquête, oui, on va faire un bilan infectieux pour rechercher les éventuelles causes infectieuses. On peut demander une glycémie pour voir est-ce que justement on ne recherche pas un diabète. À distance de cela, on peut demander, on peut refaire une échographie à distance de tout ça pour voir est-ce qu'il n'y a pas de malformation utérine, est-ce qu'il n'y a pas de cause utérine qui empêche la réceptivité comme des fibros ou des polypes à l'intérieur de la cavité. Voilà. Oui, mais dans la plupart des cas, vous l'avez dit, la première fausse couche, est-ce qu'on fait tout ça ou on renvoie la patiente à une prochaine grossesse avec quelques conseils? Non, la première fois, on va faire une enquête qui n'est pas aussi élargie qu'après 3 fois. Oui. Mais dans l'enquête, on va quand même rechercher les causes les plus évidentes. On va rechercher un diabète. On va discuter avec la patiente. Est-ce qu'il y a eu une notion de fièvre? Est-ce qu'il y a eu... est-ce qu'il y a une notion de fièvre? C'est rare, mais de temps en temps, on peut avoir des accidents. Est-ce qu'il y a une notion de chute? Est-ce qu'il y a eu une bagarre? Est-ce qu'il y a eu un coup de poing? Tout ce qui aurait pu être anormal. Voilà, maintenant, sur les examens, on va vérifier la glycémie, comme je disais. On va rechercher peut-être certaines infections, mais on ne va pas aller plus loin. On ne va pas aller demander certains anticorps. On ne va pas... demander certains examens pour voir, rechercher une thrombophilie. On va pas le faire dès la première fois. Ça, c'est un bilan qu'on va demander lorsqu'on a des fausses couches à répétition. Voilà. Ou dès la deuxième fois maintenant, après une deuxième fausse couche. Oui, vous l'avez évoqué dans vos propos, l'étude
sur les fausses couches réalisées et publiées dans la revue V-Lancet qui révèle que 43% de femmes noires sont plus à risque. Est-ce que ce n'est peut-être pas également parce qu'on ne consulte pas systématiquement en tant que noir? Non. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Pour savoir, il faut étudier ça. Il faut mettre... Est-ce qu'aujourd'hui, les femmes consultent facilement dès qu'elles ont un saignement, dès qu'elles pressentent quelque chose? Je pense que oui. Lorsqu'on a une grossesse désirée, et c'est ce qui est dans la majorité des cas, c'est un peu ça. Dès qu'il y a un saignement en général, on se dit il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on consulte. On consulte à la limite, et même nous, quand vous n'êtes pas disponible tout de suite, voilà. Parce qu'elles savent qu'il y a une urgence quand ils commencent à avoir un saignement. Voilà. L'étude pointe également du doigt la prise en charge qui n'est pas appropriée et ne permettant pas aux parents de faire leur deuil. Aujourd'hui, est-ce que la femme qui perd son enfant, qui fait une fausse couche, est vraiment écoutée? Est-ce qu'elle a les soins nécessaires, elle a l'accompagnement nécessaire pour permettre de comprendre ce qui est arrivé et de se préparer pour une nouvelle grossesse? C'est une très bonne question. Peut-être que vous n'avez pas envie de vous remettre en cause. Non, pas du tout. Il faut se remettre en cause pour pouvoir s'améliorer. Si je parle un peu de ce que j'ai vu, ce que je vois ici, dans la pratique, ici au Sénégal, où j'ai vécu et tout ça, je pense qu'en Afrique, l'accompagnement psychologique est un peu banalisé. Au bout de 2 fausses couches, un peu plus, je vais dire. Mais la première fois, il a tendance à être un peu banalisé. Maintenant, après, ça varie d'une personne à l'autre. Moi, personnellement, ce que je dis souvent après une première fausse couche pour les aider, c'est que je leur explique que plus de 60% des fausses couches, c'est des anomalies chromosomiques. Et que vaut mieux avoir une fausse couche que d'avoir un fœtus polymal formé. Donc, des fois, ça peut être une bénédiction d'avoir une fausse couche accidentelle. Donc, ça peut aider, mais c'est vrai qu'il y a des efforts à faire. Je pense qu'il y a des efforts à faire. Maintenant, après, dans les conditions d'exercice, si vous allez dans une structure publique, quand vous voyez la file d'attente, je ne pense pas que humainement, les gens... Est-ce que ça s'explique? Est-ce que c'est véritablement une raison Oui, je vais peut-être vous choquer. Moi, je pense que c'est une raison. Si vous n'avez pas assez de personnel, les gens ne peuvent pas passer le temps qu'il faut pour chaque malade. C'est pas possible. Il ne faut pas qu'on se dise certaines vérités. Oui. C'est pas possible. Maintenant, il y a peut-être des gens qui ont du temps aussi qui ne le font pas. Mais donc, il faut qu'on prenne conscience que... Est-ce que ce n'est peut-être pas le fait que vous envoyez souvent tellement que ça ne touche plus assez votre sensibilité? C'est possible, mais je pense qu'on a quand même la capacité de se mettre un tout petit peu à la place des patientes. Parce qu'une patiente, c'est pas non plus facile pour nous à vivre. Imaginez une patiente qui vient, quand elle saigne, elle se doute qu'il y a quelque chose. Quand elle ne saigne pas, vous avez discuté, la consultation s'est passée en bonne ambiance, vous posez une sonde sur le ventre de la patiente, vous voyez qu'il n'y a pas d'activité cardiaque, vous commencez à vous demander comment je lui annonce ça. Parlant de sonde, j'ai suivi des médecins qui demandent de ne pas faire écouter le rythme cardiaque dès les premiers instants parce que ce n'est pas bien. Déjà, vous mettez le parent en confiance et quelques temps après... Non, moi, je ne partage pas cet avis. Je ne le partage pas du tout parce que le fait de faire écouter l'activité cardiaque à la patiente, c'est une preuve que la grossesse est vivante. Si vous ne le faites pas, c'est même médico-légal. C'est l'enregistrement. Aujourd'hui, tous les échographes, en tout cas,
dans le monde dans lequel on est, tous les échographes doivent être capables de le faire, je vais dire. C'est une preuve médico-légale que la grossesse, elle est évolutive. Maintenant, et c'est ce qui fait qu'après, vous pouvez dire la grossesse était évolutive le mois passé. Là, ça fait 3 semaines, elle n'est plus évolutive. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce qui s'est passé les 3 dernières semaines? Comment vous vous êtes senti? Donc, je ne pense pas qu'il ne faille pas faire écouter. Non, au contraire, il y a des patientes qui, psychologiquement, le début de grossesse c'est difficile à vivre psychologiquement. Le fait de fois vous faites écouter les bruits du cœur à la maman, elle a oublié ses vomissements, elle a tout oublié après. Peut-être qu'elle ne voulait pas de la grossesse et que juste le fait d'écouter le cœur du bébé battre, ça peut... Oui, bon, là, c'est un autre cas de figure. ça peut pas le faire changer d'avis. Déjà, on a commencé par parler de la prise en charge. À part les conseils, qu'est-ce que vous faites? Écouter, la conseiller peut-être sur l'attitude à adopter pour les prochaines grossesses. Qu'est-ce que vous faites? Bon, moi, quand je vois que c'est des patientes avec un profil psychologique, encore que là, il faut nuancer, les patientes, on ne peut pas les sonder comme ça, particulier. Il y a des patientes que j'ai envoyées voir le psychologue. Parce que vous avez jugé qu'elle a besoin d'être aidée, en fait, à traverser tout ça. Parce qu'il y en a où c'est carrément la dépression, c'est-à-dire ça va... Vous savez que si vous la laissez seule, elle va finir en dépression. Voilà. Donc, il y en a qu'on va envoyer vers le psychologue. Nous, même pendant la consultation, on va essayer de faire de la psychothérapie de soutien, comme je vous disais, expliquer, donner des arguments et lui faire comprendre que... Parce qu'après, il y a un autre stress pour la grossesse qui vient. En effet. Parce que ce sont des patients qui vont vouloir faire une échographie toutes les semaines après, sur la grossesse suivante. Pour s'assurer de ne pas vivre la même chose. Voilà. Et après ça? Bon, moi je me dis, en ce qui concerne la prise en charge psychologique, quand j'estime que j'ai un profil particulièrement fragile, psychologue, sinon à mon niveau, psychothérapie de soutien, et puis bon, quand on la revoit pour les contrôles, on essaye de jauger, de voir comment on traverse cela. Est-ce qu'elles reviennent d'habitude pour les contrôles, à part attendre de tomber une fois encore enceinte? Non, je sais pas, moi j'exerce essentiellement en privé, elles reviennent. Les miennes, elles reviennent. Maintenant, dans le public, je ne sais pas trop. Bon, il faut considérer également le niveau de vie et les personnes que vous recevez, c'est ça? Parce que je suppose qu'en milieu rural ou dans les centres publics et dans nos communautés, une femme qui fait une fausse couche, est-ce que spontanément elle reviendra pour prendre conseil? Est-ce qu'elle ne va pas attendre de tomber une fois encore enceinte avant de revenir revoir le médecin? Si je m'aventurais, je dirais que moi je pense que quand on explique, même à quelqu'un du milieu, il y a des gens qui vont pas écouter. C'est vrai, mais quand on prend la peine d'expliquer l'intérêt, le pourquoi on veut vous voir, quand on comprend l'intérêt, en général, ils viennent. Des fois, je pense que la communication aussi ne suit pas forcément. Il faut pouvoir expliquer aux malades quel est l'intérêt, ce que je veux vous faire. Si je ne le fais pas, voilà ce qu'on a comme risque. Si vous le communiquez, au moins la moitié reviendra. Maintenant, il y en a qui ne viendront pas. Systématiquement. Lorsque le fœtus ou l'embryon n'est pas expulsé, comment vous procédez? Lorsque l'embryon, le fœtus n'est pas expulsé, l'approche principale va être de donner un certain nombre de médicaments aujourd'hui pour permettre au col de s'ouvrir et d'induire des contractions pour que l'utérus puisse l'expulser. Ça se fait à l'hôpital? Ça se fait à l'hôpital, ça peut se faire en ambulatoire aussi. Ça dépend du terme de la grossesse. Il peut arriver qu'on donne des médicaments et qu'on demande à la patiente de revenir 24 heures plus tard ou 48 heures plus tard. En fait, il faut évaluer la situation en fonction du terme et en fonction aussi du profil de la personne que vous avez avant, de la distance, à quelle distance elle habite de la structure où vous êtes, au cas où il y a un souci, qu'elle puisse être là-dedans rapidement. Donc, vous évaluez un peu tout ça. Donc, on va aller d'abord sur des médicaments pour essayer d'évacuer l'utérus. Et s'il y a un échec, on peut aller maintenant intervenir soit en faisant une aspiration, comme je disais le plus souvent, pour essayer d'évacuer soit des débris qui sont en quantité importante, soit un œuf qui est resté entier malgré le traitement médical. Ou aussi soit parce que c'est une patiente qui a déjà été opérée 2-3 fois, qui a eu 3 césariennes, et ce qui contredit l'utilisation de certains médicaments en fait.
On l'a pas abordé parce qu'on va, Madame Lawani va nous rejoindre et on parlera de ça ensemble, l'alimentation en rapport avec les fausses couches. Mais déjà, quelles sont les conséquences quand on fait une fausse couche? On a parlé de l'ordre psychologique, mais est-ce que il y a d'autres conséquences sur la femme? Je pense que les conséquences, si ce n'est pas bien géré, ou que par exemple, bon, c'est pas exactement le cas, vous voyez qu'il y a des fausses couches, des avortements clandestins et tout ça, dans ce cadre-là, il y a des complications qui peuvent être infectieuses, qui peuvent être hémorragiques, oui. Mais en général, quand la prise en charge est plutôt correcte, et que dans un délai, l'organisme de la femme a récupéré ses capacités, il n'y a pas de grosses conséquences. Comme je disais, certaines aspirations peuvent entraîner, l'aspiration peut entraîner des synéchies, c'est-à-dire des accolements à l'intérieur de la cavité utérine, mais c'est pas le plus fréquent. C'était beaucoup plus fréquent avec les curetages. Maintenant, les conséquences psychologiques, c'est un peu plus difficile à évaluer selon les patients. Toutes les patientes ne sont pas expressives. Voilà. Encore que c'est un sujet qu'on juge tabou. On ne veut pas forcément qu'on sache qu'on a fait une fausse couche parce qu'on espère que bientôt la prochaine sera la bonne. Déjà, il y a ça c'est selon nos cultures, selon les suspicions, on conseille de ne pas annoncer la grossesse très tôt. Est-ce que ça a un lien? Annoncer à qui? À l'entourage. Est-ce que ça a un lien? Moi, je pense que c'est relatif. Dans certains pays, les gens font des shootings et publient même leurs échographies en ligne. Je ne suis pas sûr qu'ils aient plus de fausses couches que nous. Tout est culturel, c'est ça. Bon, je pense qu'il y a un côté, c'est-à-dire sociétal, en fait. Je pense que c'est des caractéristiques de la société dans laquelle nous vivons. Maintenant, est-ce qu'il y a un impact sur les fausses couches? Je ne pense pas. C'est pas prouvé. Je ne pense pas. Après une fausse couche, est-ce que la fausse couche agit sur la stérilité? Sur la fertilité. Sur la fertilité. Comme je disais, la fausse couche, c'est possible de façon indirecte. Si le traitement de la fausse couche ou les manœuvres pendant le traitement de la fausse couche ont elles-mêmes entraîné certaines complications, oui, ça peut être possible. Par exemple, dans le cas des synéchies, si on peut avoir des synéchies très étendues qui vont être cause d'infertilité parce que ça va diminuer la capacité de l'utérus à recevoir un œuf. Voilà, la prochaine fois. Madame Lawani, merci de nous rejoindre, merci de participer à cette discussion, à cette information sur les fausses couches. Nous allons parler à présent de l'alimentation en rapport avec les fausses couches et aussi de l'alimentation pendant la grossesse. Dites-nous, est-ce qu'il y a un lien entre l'alimentation et les fausses couches? Merci. Bonsoir, Madame la journaliste. Bonsoir, docteur Olatunji, je crois. Oui, c'est ça. Excusez-moi pour vraiment le moment parce que je suis en déplacement. Je pourrais dire oui que la nutrition est très, très importante dans les fausses couches, d'abord dans la grossesse de manière générale et aussi plus particulièrement dans la spécificité du sujet qui est la fausse couche. Et je pourrais dire pourquoi en même temps pour dire déjà avant de faire ces ménages a besoin d'un certain nombre d'éléments nutritifs pour faire des ménages qu'on nous appelons généralement les règles. Et malheureusement, dans notre contexte actuel au Bénin ou dans la sous-région, nous ne faisons pas très attention à ces éléments dans l'alimentation de nos filles adolescentes ou de nos jeunes filles. Je vais prendre l'exemple de fabrication des hormones sexuelles. Il y a un certain nombre d'éléments nutritifs, comme on le dit, d'oligo-éléments aussi bien de nutriments. Si je vais être plus spécifique, il y a les protéines, il y a les lipides qui sont essentiels à cette étape et qui sont utiles à la phase de croissance de la fille adolescente et même chez le garçon parce que les gamètes mâles comme femelles
ont besoin d'une bonne maturation et d'éléments nutritifs normaux et équilibrés pour pouvoir être en forme et bien construite. Quels sont les risques liés à l'alimentation quand on est enceinte? En fait, il y a plusieurs risques. Le risque lié à la fausse couche ou à l'alimentation. Bon, allez-y. Je veux comprendre la question. Pour les deux. Parce que d'abord, il y a si on rentre dans la grossesse, oui, il faut d'abord déterminer les facteurs de risque de survenue des fausses couches et aussi dire quels sont les facteurs de risque alimentaire. Les facteurs de risque de survenue des fausses couches, d'abord, il y a l'état nutritionnel de la femme, l'obésité et le déficit énergétique chronique, le surpoids. Le déficit énergétique chronique, c'est quand la femme est trop maigre. Et aussi les maladies chroniques liées à la nutrition telles que le diabète, l'hypertension artérielle, exposent, et aussi le cancer, parce qu'il y a le cancer de l'ovaire, le cancer de l'utérus, qui peut même atteindre les jeunes filles, les jeunes femmes. Ce sont des éléments à suivre de près qui entravent le développement des grossesses. La période de développement embryonnaire. Donc cette période, quand la femme ne mange pas ou quand elle vomit beaucoup, ou bien qu'elle est très fatiguée, il faut regarder de près son alimentation. Ça, c'est un grand risque parce que dans cette période où il y a le développement embryonnaire, certains éléments sont importants à l'embryon et importants à la maman. Et quand on rate cette phase, la croissance de l'enfant peut être hypothéquée. Avant de revenir à vous, docteur Olatunji, est-ce que la question de l'alimentation, c'est un sujet que vous évoquez avec les patientes? Déjà avant les fausses couches, et quand elles font une fausse couche? Pour être honnête, pas systématiquement. Je pense qu'on va l'évoquer justement quand on a par exemple un cas d'obésité, ou quand on a quelqu'un par exemple dont on voit l'indice de masse corporelle vraiment en deçà de la normale, on a une grosse maigreur et tout ça. Là, ça va faire tic. Mais je pense pas systématiquement. Madame Lawani, on sait que parfois quand on est enceinte, il y a des envies qu'on ne contrôle pas, notamment l'alcool, kaolin et d'autres choses. Vous l'avez évoqué. Comment est-ce qu'on arrive à éviter de prendre ces choses-là pour le bien de notre bébé? En fait, on ne peut pas éviter les envies. Les envies sont quelque chose, c'est le changement hormonal de la femme pendant la grossesse qui déclenche ces envies alimentaires. C'est juste qu'on doit pouvoir regarder d'abord quelles sont ces envies. Est-ce que c'est vraiment utile? Parce que tout dépend de notre tête, notre cerveau en fait, pour bien parler. La femme ne peut pas dire qu'elle a envie de prendre la bière et tomber sur la bière, boire comme elle veut. Elle doit pouvoir voir est-ce que c'est une bière sans alcool, parce qu'elle doit penser d'abord à son enfant et à elle-même. Et par exemple, à d'autres envies comme les sucreries, il faut d'abord connaître aussi son état, de diabète, pour savoir si on n'est pas sujet, on n'est pas très obèse, pour déjà faire ces maladies en fait. Maintenant, il faudrait qu'on sache distinguer les envies et aussi des moments d'autres femmes enceintes ont déjà l'habitude de manger et quand elles sont enceintes, elles ont encore plus envie de manger. Parce que la femme enceinte aussi peut faire la boulimie. Pendant la grossesse, si elle a des stress, si elle a des soucis, si elle a des problèmes, parce qu'il y a des moments où elle peut avoir des problèmes avec son conjoint, sa famille, sa belle famille. Elle transforme ces moments par l'alimentation. Donc, c'est des comportements, des troubles de comportement alimentaire qu'il faut nécessairement suivre de près avec la femme enceinte. Pour ce qui est du kaolin, on ne l'appelle pas le kaolin chez la femme, c'est le pica, le klaba. C'est dangereux parce que ça filtre le placenta. Ça rentre à l'intérieur du placenta. Mais une femme qui prend le pica, il faut lui faire le taux d'hémoglobine ou le bilan complet pour vérifier si elle n'est pas anémiée. Parce que le pica est le signe normalement d'une anémie. Soit la femme mange le pica ou bien mange de la terre rouge. Parce que la terre rouge, comme ça sent effectivement comme le pica, elle se met à croquer aussi ces éléments. C'est des éléments très dangereux qui filtrent et qui peuvent tuer l'enfant à l'intérieur.
qui peuvent causer une fausse couche également. Les personnes, on sait également aujourd'hui, on a beaucoup de régimes, on parle de véga, on parle de végétarisme, on parle de végétalisme. Quand on est enceinte, est-ce qu'on poursuit ces régimes-là? La femme enceinte ne peut jamais faire de régime végétalien ou végétarien pendant la grossesse. Le risque là, c'est la vitamine B12, la cobalamine, qui est importante. Malheureusement, au Bénin, ces éléments nous manquent dans le laboratoire. Sinon, nous sommes toujours là à faire le bilan. Nous regardons le taux d'hémoglobine, nous regardons les globules rouges, mais nous ne regardons pas le fonctionnement de ces éléments qui dépendent de la cobalamine, qui est la vitamine B12. On ne la trouve nulle part. On la trouve que dans les éléments, les protéines d'origine animale. Donc, il est important que pendant la grossesse, la femme ait une source alimentaire de protéines d'origine animale, la vitamine B12, qui est le transporteur de l'oxygène au niveau de l'hémoglobine. Y a-t-il des aliments interdits pendant la grossesse? Bon, apparemment, il n'y a pas d'aliments interdits si la femme n'a pas un risque, comme je le dis, si elle n'est pas diabétique. Si elle n'a pas, même si elle est diabétique, c'est un plan alimentaire à accompagner. Sinon, il n'y a pas d'interdit pour la femme enceinte. Il n'y a pas d'interdit normalement pour cette femme enceinte, sauf en cas d'allergie pour elle-même. Lorsqu'elle est allergique à d'autres aliments ou à quelque chose, elle peut arrêter de manger certaines choses. Qu'est-ce qu'on privilégie quand on est enceinte? Bon, quand on est enceinte, en fait, le panier de la femme enceinte, comment ça doit se composer? Comme vulgairement pour vous et pour moi, on a besoin des aliments de force, on a besoin des aliments de croissance et on a besoin des aliments de protection. Par contre, la femme enceinte pendant la grossesse doit diminuer un peu la consommation des aliments de base, c'est-à-dire tout ce qui est d'origine maïs et consort. Elle va manger la pâte, mais elle ne va pas exagérer. Il faut qu'elle augmente sa consommation des fruits et légumes, surtout les légumes, parce que les légumes constituent la source d'acide folique. Les légumes verts constituent la source d'acide folique qui est essentielle pour lutter contre les malformations congénitales chez l'enfant qui est à l'intérieur. Donc, elle doit privilégier les aliments d'origine animale et végétale pour pouvoir mieux garder sa grossesse. Et qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger pour éviter de faire une fausse couche? Bon, il n'y a pas d'interdit, comme je l'ai déjà dit. Les fausses couches, en fait, c'est parce que en sa grossesse, il faut anticiper normalement. Si tu sais que tu dois tomber enceinte, il faut sensibiliser sur l'alimentation des filles, des jeunes filles et des filles adolescentes qui doivent apporter nécessairement un certain nombre d'éléments comme les protéines. Il faut aussi de la supplémentation en acide folique, la supplémentation en zinc et la supplémentation en fer parce que la femme, chaque mois, fait des ménages et elle perd du fer. Donc, il faut ces éléments à jour pour pouvoir... On a un souci de connexion, Madame Lawani. Et réellement objecter une grossesse. D'accord. On va parler pour finir avec vous très rapidement des tisanes. On sait que dans la pratique et dans notre quotidien, quand la femme tombe enceinte, déjà même quand on est malade, on propose des tisanes. Est-ce que c'est conseillé pendant la grossesse de prendre des tisanes? Je peux dire oui et non. Parce que chaque société avec les normes sociales. Ouais, nos normes sociales, nous ne pouvons pas lutter contre ça aussitôt. Mais il faut conseiller pour dire que dans la période allant de 0 au 14e ou 15e semaine de la grossesse, il ne faudrait pas que la femme consomme n'importe comment des tisanes au risque de perdre sa grossesse. Parce qu'on ne connaît pas réellement les molécules qui sont dans cette... tisane qui peut être nocive à l'enfant ou même à elle-même. Donc, la période de sensibilité, c'est la période allant de 0 au 15e semaine pour la grossesse. Donc, les tisanes, c'est la société. Nous ne pouvons pas lutter contre ça comme ça, mais il faut éviter de les prendre dans la période sensible où
il y a l'implantation de l'œuf et il y a la croissance de l'embryon. On sait que les légumes, les fruits ne sont pas à la portée de tout le monde. Comment bien manger enceinte sans avoir un budget lourd? En fait, les légumes et les fruits sont à la portée de tout le monde. C'est parce que nous regardons bien tous ceux qui sont à l'alentour de Cotonou, Canrito et consorts, que nous voyons que les fruits et légumes sont chers. Moi, je suis très communautaire. Je suis partie une fois jusqu'à Pékin. Ils ont assez de légumes, ils ont assez de fruits, ils ont tout. C'est parce que les femmes ne savent pas l'importance de ces choses-là dans leur plat et sur leur santé qu'ils ne consomment pas. Ce n'est pas cher les légumes. Quand moi je vais dans la communauté, j'en rassemble, j'en amène beaucoup. Il faut seulement les sensibiliser sur ça pour que le plat soit équilibré. Sinon, c'est à la portée de tout le monde, c'est pas cher. Madame Lawani, un conseil pour finir? Mon conseil, j'invite tous les acteurs du système de santé à comprendre que la nutrition aujourd'hui semble être, comme je le dis, le noyau des soins de santé primaires. Parce qu'il est important de comprendre que quand on mange bien, on dort bien, on a l'organisme normalement sans problème. On va faire des enfants sans souci et les enfants vont grandir normalement et être de bons éléments de développement de ce pays. Merci à vous, Madame Lawani, pour votre participation à cette émission. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup, Madame la journaliste, et bonsoir, Docteur Olatunji. Bonne soirée, merci. Docteur Olatunji, on va finir très rapidement avec vous. Est-ce qu'il y a des éléments de l'intervention de Madame Lawani sur lesquels vous voudriez revenir? Non, je pense que j'ai appris beaucoup aussi, parce que je pense qu'après l'avoir écouté, je pense qu'on devrait faire, nous, encore un peu plus attention et être un peu plus offensif avec les conseils en ce qui concerne la nutrition et l'alimentation. C'est vrai que quand on exerce en privé, bon, c'est pas la malnutrition. C'est de la malnutrition, mais pas forcément dans le même sens. On a tendance à avoir plus d'obésité. Voilà, la malbouffe, un peu plus d'obésité. Donc, bon, on va être beaucoup plus regardant dessus et je pense qu'on va se capaciter aussi un peu plus dessus. D'accord. Pour revenir à la question des fausses couches, je ne l'avais pas posée. Est-ce que systématiquement vous en parlez avec les femmes enceintes? C'est-à-dire que en dehors du contexte, oui, en dehors du contexte, de la possibilité. Vous leur donnez des informations sur comment l'éviter, la possibilité que ça... Le plus souvent, quand on a un élément ou un facteur de risque qui pourrait être lié à la patiente qui est en face de nous, oui. Mais une patiente qui ne présente pas de facteur de risque apparent, on ne va pas forcément l'agresser avec la possibilité d'une fausse couche. On n'est pas non plus omnibulé par ça, en fait. Parce que c'est pas forcément bien reçu. Une patiente qui est toute joyeuse, toute gaie, qui n'a pas de problème, vous commencez à lui parler un peu trop de fausse couche, elle se dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'il a vu qui ne me dit pas clairement? Et puis le stress peut-être. Voilà, et là on commence à générer du stress inutile, en fait. Voilà. Mais par contre, si j'ai une patiente diabétique, je lui dirais, oui, il faut qu'on fasse attention. Il faut que vous voyez votre diabéto, que les taux de sucre soient régulés, équilibrés. Sinon, on a un risque de fausse couche, on a un risque de malformation. À ce moment-là, on va même essayer de la stresser un tout petit peu pour qu'elle comprenne les enjeux. Et qu'elle prenne soin d'elle. Voilà. Après combien de temps après une fausse couche, on peut retomber enceinte ou on peut se lancer dans un processus de désir d'enfant? Bon. Là aussi, c'est une question de débat. C'est une question de débat. L'OMS dit entre 3 et 6 mois. Certaines études disent carrément le contraire. Et certaines études estiment même qu'on a tendance à tomber plus enceinte, plus facilement enceinte. Ok, facilement. Lors des 3 premiers mois après la fausse couche que après les 3 premiers mois. Donc, le débat c'est pas clair. Les études se contredisent un peu. Moi, personnellement, je leur demande de patienter tout au moins 2 mois. Très rapidement, docteur, quelles sont les choses qui peuvent aider les femmes à se reconstruire et à avancer? Moi, je pense déjà qu'il faut qu'elles se reconstruisent en premier psychologiquement. Okay. Quand on se reconstruit psychologiquement, je pense qu'après la pensée, le reste suit. Maintenant, si on a réussi à mettre le doigt sur un facteur de risque particulier, le médecin devrait l'aider à prendre les mesures qu'il faut pour éviter en fait qu'on ait une répétition de cet avortement-là. Voilà. Pour finir,
Votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est de consulter. Si on a des antécédents de fausse couche, ne pas oublier de les mentionner. Si on a une pathologie particulière, un diabète, ou si on a déjà perdu une grossesse à 4-5 mois, ça peut être une béance du col. Il faut communiquer avec les médecins. Ils vont poser des questions et ils vont peut-être oublier d'en poser certaines. Il faut communiquer. Il faut, dès que vous êtes enceinte, ne pas attendre 3 mois pour aller consulter. Pour faire la première consultation. Il faut y aller beaucoup plus tôt. Et ça permet en fait aussi d'anticiper certaines situations. Donc c'est vraiment le rapport. Dès que vous sentez quelque chose d'anormal. Même en dehors d'un saignement, si vous êtes enceinte, consultez tôt. N'attendez pas la fin du 3e mois en disant non, comme tout allait bien. Voilà. D'accord. Merci beaucoup à vous, docteur Olatunji. Merci également à Madame Lawani pour son intervention au cours de cette émission. La fausse couche est la raison la plus fréquente de perdre un bébé pendant la grossesse. Généralement conseillé d'avoir une alimentation saine, de faire de l'exercice physique, de ne pas fumer, de ne pas consommer de drogue ni d'alcool, de limiter sa consommation de caféine, de gérer son stress, de maintenir un poids de santé. Et même si ça arrivait, ne vous sentez nullement responsable. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir.